vous dit à bon entendeur. Salut. Une émission d'RTS, ouais. Oui, mais je regarde pas. Voilà. Oui, on connaît, oui, on regarde souvent. ouais. Sur YouTube, ouais. On est d'accord que c'est bien l'émission qui parle de consommation. Qui nous donne des bons plans pour pas se faire arnaquer. J'ai suivi l'émission depuis que j'étais petite. C'était la tradition. Oui. Avec papa-maman, oui. Ouais, avec Madame Valli. Avec Catherine Valli. Catherine Valli, exactement. Ouais. Oui, sauf erreur, c'est le mardi ou le mercredi, c'est juste. Mardi. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Bien sûr, c'est une émission intéressante. Parfois, quand je suis devant la télé, je regarde. Mais je sais pas de quoi ça parle, mais je regarde. Des fois, il y a des sujets intéressants. Les comparaisons de titres alimentaires. Du chocolat. Le chocolat. Ça peut nous rendre service. Par exemple, les additifs alimentaires. Ah, je me rappelle de l'émission qui parle... D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est une émission qui parlait de shampoing, et depuis, j'utilise plus de shampoing. Et il n'y a pas eu de plainte dans votre entourage? Non, non. Même des partenaires, ouais. Voilà. Sur les médicaments, je crois. Je sais plus. Je crois que c'était 36,9, ça. Non, moi je regarde aussi parce que c'est intéressant. Ça fait longtemps que ça dure l'émission. C'est une émission il y a moins 50 ans, non? On a mon âge, hein, votre non? 45. 45, alors. Je suis un peu plus vieux. C'est des grands souvenirs, il y a eu pas mal de changements au niveau des speakerines, si je puis me permettre l'expression. J'ai connu la version avec Madame Catherine Valli, qui était presque des actes de torture par moment, je dois dire. Enfin, elle était très ferme, très ferme, oui. J'aime bien les tests des produits qui arrivent en fin d'émission. Il y a les gens qui rouspètent parce qu'ils ont payé quelque chose et ils n'ont pas été satisfaits. Vous mangez de la fondue? Je mange de la fondue, mais de la fondue fraîche, pas Gerber. Rarement, une fois par année, fondue et une fois par année, la raclette. Voilà. Bah, joyeux anniversaire. Vive à bon entendeur, que ça continue. Merci. Bon anniversaire. Des propos recueillis par Lison Méric, propos plutôt sympas, même si pour certains, cette émission, c'est pas toujours un bon moment à passer. Bonsoir Guy Vibourel. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un peu l'adversaire historique en fait, puisque vous avez dirigé Migros Genève pendant 13 ans. De votre point de vue, à bon entendeur, vous en pensez quoi? Tout dépendait des moments. Et tout dépend des émissions. Alors, globalement, c'est une émission, à mon avis, intéressante pour le consommateur parce que ça aborde beaucoup de sujets de consommation et ça permet d'amener l'attention sur certains points de dérive ou pas. Maintenant, il y a l'émission informative et puis l'émission polémique. J'aimais beaucoup l'émission informative, j'aimais un peu moins l'émission polémique. Vous avez eu l'impression parfois que l'émission était injuste vis-à-vis de Migros, vis-à-vis de vous? Alors injuste, je dirais que par rapport au... Oui, il y a eu... Enfin, pas injuste, mais il y avait des normes à un moment donné. Il y a des normes de vente de produits. Nous avons toujours respecté les normes. Quand tout d'un coup, j'étais sur le plateau pour parler de traces de substances dans certains produits, c'était juste, il y avait des traces, mais nous étions dans les normes. Donc voilà, sur le moment, je trouvais ça injuste. Alors, vous êtes quand même intervenu une vingtaine de fois dans l'émission. On regarde un petit extrait et on vous retrouve après. Nous sommes donc allés demander des comptes aux distributeurs. Guy Vibourel, directeur de Migros Genève. Lorsque nous avons appris les résultats de vos tests, nous prenons ça extrêmement au sérieux, notamment parce qu'il s'agit d'enfants. Donc la première chose que nous avons faite, c'est de retirer l'intégralité des lunettes solaires pour enfants. Et quand on voit notre test, le pire des résultats, c'est ce melion Gallia acheté à la Migros de Crissier qui contient 5 fongicides, 2 insecticides, dont de l'endosulfan qui dépasse la valeur de tolérance. Alors comment expliquer ça? Ça veut dire que vous ne contrôlez pas votre fournisseur? Écoutez, je ne peux qu'accepter et reconnaître qu'il y a un lot qui est passé à travers les mailles de nos contrôles. Quand même. En faisant venir alors non seulement des myrtilles en hiver, mais alors des fraises bien avant qu'elles ne poussent ici, pareil pour les nectarines, vous cassez le marché des produits locaux et des producteurs locaux, vous admettez ça? Non, pas du tout. Nous ne cassons pas le marché parce que nous faisons venir quand c'est hors saison, donc il n'y a pas le marché. Le marché, il n'est pas là. Mais après, les gens ne vont plus manger des fraises. Par contre, oh, mais si, au contraire. Alors rassurez-vous, lorsque c'est en saison, ils mangent des fraises et ils mangent des fraises de la région. Et le consommateur doit faire ses choix aussi
pour choisir les bons produits. C'est-à-dire s'il veut des produits bio... Donc vous rejetez la balle dans le camp des consommateurs. Cela dit, on partage. filmer la fabrication d'un produit alimentaire à un budget, ça a été compliqué. On n'a jamais vu autant de réticence de votre service de communication. Il fallait que ce soit dit. Vous êtes tombé dans les vacances zurichoises, nous en sommes absolument désolés. désolés. J'espère que ça dépend de ça. Guy Vibourel, pourquoi est-ce que vous êtes revenu aussi souvent? Vous êtes un peu masochiste. Non, je ne suis pas masochiste, mais je pense que lorsque un problème surgit et puis qu'on va en parler dans les médias, et il faut aller devant ces médias et puis expliquer. D'un mot encore, est-ce que ce type de programme, ça exerce une forme de pression quand on est directeur de Migros? Bien sûr, c'est une pression. C'est une pression. D'abord, quand on vous appelle le matin pour intervenir le soir sur un sujet comme par exemple l'imperméabilisation des chaussures, et puis que ça risque de contaminer les poumons, vous devez devenir un spécialiste de ces produits en l'espace de quelques heures. Donc ça, c'est une pression importante. Et puis ensuite, lorsque je venais ici, c'est vrai que vous avez un auditoire important, vous êtes là à poser des questions, mais ce qui m'importait, c'était tous mes collègues et tout le personnel de Migros qui m'écoutaient. Et je voulais faire en sorte que lorsque je m'expliquais, ça soit clair pour eux et puis qu'ensuite, ils soient rassurés. Merci beaucoup Guy Vibourel d'avoir été la voix critique ce soir. On vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et 45 ans d'Abon Entendeur, donc pour marquer le coup, on revisite certains moments forts de votre émission avec, pour commencer, 2 tests sur les kebabs qui avaient marqué les esprits puisqu'ils avaient révélé de nombreux cas de tromperie. On va voir tout à l'heure si la situation s'est améliorée, mais d'abord un petit rappel avec Malik Melli. Bonsoir à tous. Trop souvent, on vous trompe. La viande dans les kebabs en cache une autre ou des autres. C'était en août 2011. Sur 27 kebabs visités par ABE en Suisse romande, l'immense majorité trichait sur les sortes de viande. Gros scandale pour la version orientale du fast-food qui, déjà à l'époque, se vendait comme des petits pains. Par jour, il faut compter autour de 450-500 kebabs. Kebab à l'agneau sans agneau ou alors très mélangé. Le laboratoire a détecté 3 espèces de viande, du bœuf, du poulet et de la dinde, mais pas d'agneau comme annoncé pourtant, c'est encore faux. 24 établissements qui ne savent pas ce qu'ils vendent ou qui trichent sciemment. Un résultat assez révoltant, vous en conviendrez. Révoltant, certes, mais alors que dire de la précédente enquête d'ABE en 2003 ? Sur 17 kebabs, 11 mentaient sur le type de viande. Pire, 6 sandwichs contenaient carrément du porc. Un comble pour un plat inventé dans un pays à majorité musulmane. Le patron prétend ignorer tout de ces traces de porc, comme il ignorait la présence de 5 viandes différentes dans son doner kebab. Il n'a pas voulu nous recevoir, il nous a envoyés chez son boucher, qui nous a accueillis avec son avocat. Tous deux contestent les faits. J'ai rien à me reprocher, je travaille énormément et puis j'ai confiance en moi, non? Nos analyses sont formelles. C'est un laboratoire de pointe qui les a effectuées. Difficile de les contester, je vous les remets ici d'ailleurs. Oui, alors je crois que je vous passe la parole à mon avocat, Maître Kramer. On ne peut pas aujourd'hui expliquer pourquoi vous avez trouvé d'autres viandes, semble-t-il, mais toujours est-il qu'en ce qui nous concerne, nous sommes clairs, il n'y a jamais eu d'escroquerie sur la viande. La question de savoir ce que fait du porc dans le kebab, le vendeur dit « c'est pas moi, c'est mon fournisseur ». Le fournisseur dit « rien ne prouve que ce soit moi », ce vendeur peut très bien avoir d'autres fournisseurs. Bref, tout le monde se renvoie la responsabilité du scandale. Bonsoir Isabelle Moncada. Bonsoir. Heureuse de vous accueillir sur ce plateau, ancienne présentatrice de l'émission évidemment. Alors à l'époque, vous parliez de scandale. Comment est-ce que ce test avait été reçu ? Ça avait été une déflagration, ça avait fait un énorme scandale. On l'avait d'ailleurs intitulé test kebab, l'agneau avait la queue en tire-bouchon. Et on en avait trouvé aussi dans les merguez du porc. Non, ça avait été vraiment... C'était la première fois qu'on mettait ça en lumière. Et c'est vrai qu'on se posait la question de savoir s'ils mentent sur le type de viande. Qu'est-ce que ça cache encore en plus? Sur quoi mentent-ils d'autres? Sur la provenance de ces viandes, sur leur charge en hormones ou en Dieu sait quels produits qui font pousser les animaux? Alors, on a voulu voir ce qu'il en était aujourd'hui et pour cela, on a fait un nouveau test présenté évidemment par Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir Linda. Alors d'abord, combien de kebabs est-ce que vous avez fait tester cette fois? Alors on est allé dans 10 enseignes, on en a repris 5 enseignes qui existaient à l'époque et puis on en a pris 5 nouvelles. Le protocole est toujours le même, on se rend dans le magasin puis on demande un kebab
à l'agneau sans sauce. Et résultat ? 8 sur 10 sont fautifs, 80% d'échecs sur ce test. Donc c'est encore plus qu'avant. Ceci dit, ce qui avait choqué à l'époque aussi, c'était bien sûr la présence de porc. Est-ce que cette fois, vous en avez retrouvé ? Alors non, pas de porc, mais du bœuf, du poulet, de la dinde en lieu et place d'agneau. Oui, pas beaucoup d'agneaux. Isabelle Moncada, ces nouveaux résultats de test, presque 20 ans après, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais c'est vrai que c'est... Voilà, de nouveau, pourquoi ne pas dire la vérité finalement ? C'est égal, hein, on veut bien manger du poulet et du bœuf avec un peu d'agneau si on nous le dit. C'est ce qu'on disait à l'époque, ce que Manuel Père nous disait, ce que vous redites vous, c'est mensonger et c'est trompeur, donc ça va pas. Et puis surtout, c'est pas juste pour ceux qui travaillent bien, parce qu'il y en a qui vendent vraiment que de l'agneau quand ils annoncent que c'est de l'agneau. Et ceux-là, finalement, ils sont prétérités ou pas mis en lumière, sauf quand vous faites des tests comme ceux-là. Là, on voit ceux qui travaillent bien et ceux qui travaillent mal. Alors on va justement regarder dans le détail ceux qui travaillent bien, ceux qui travaillent mal. Stéphane, tout d'abord les 5 enseignes qui avaient pêché à l'époque, est-ce qu'elles ont fait tout juste cette fois ? Ah non, elles nous donnent toutes de fausses informations. C'est pire. Bon. Oui, tout à fait. Alors c'est le cas pour Efes Kebab à Lausanne. Hein, il indique que le kebab est à l'agneau et au poulet, mais non, pas 1 gramme d'agneau lors des analyses, du poulet ok, mais aussi du bœuf et de la dinde. Et puis à Martigny, avec Antalya Kebab, c'est du bœuf et du poulet en guise d'agneau qu'on a trouvé. À La Chaux-de-Fonds, chez Istanbul Kebab, il fait aussi dans le poulet et le bœuf. Et puis au bout du lac, chez Deria Kebab, on a du bœuf et du poulet. De l'agneau, le labo en trouve 1%. Le dernier, c'est le snack du marché à Lausanne. Alors, c'est le seul en 2003 qui était conforme. Eh bien, cette fois, il n'y a que 15% d'agneau, le reste, c'est du bœuf. Alors, c'est le seul dans lequel il y a quand même réellement de l'agneau, mais le vendeur aurait dû signaler qu'il y avait quelque chose d'autre avec, parce qu'en résumé, là, c'est tromperie, 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 tromperie et tromperie. Est-ce que dans les autres restaurants, ceux qui n'étaient pas dans le test de 2003, c'est mieux ? 3 sur 5 donnent des indications trompeuses. Il s'agit de Cho Kebab Pizzeria à La Chaux-de-Fonds. Le kebab à l'agneau acheté est fait de bœuf et de poulet. Bœuf et poulet aussi pour My Kebab à Fribourg. Et enfin, bœuf, poulet et dinde pour le Paradise Kebab, toujours à Fribourg. Ouais, donc c'est vraiment la misère, en fait. Il n'y a que deux restaurants dans lesquels les informations sont correctes. Exact. Il s'agit d'Ambiance Kebab à Martigny. Il indique lors de la vente à notre recherchiste qu'il s'agit d'un mélange de bœuf, poulet et agneau. Et c'est bien ce que le labo trouve en faisant les tests. Comme quoi, c'est possible de bien informer quand on le souhaite. Tout aussi bon chez Chauban Kebab Pizza à Genève. Là, quand on dit agneau, eh bien, on reçoit effectivement que de l'agneau. Et c'est le seul sandwich à l'agneau qu'on a effectivement pu acheter, alors qu'on a quand même essayé d'en obtenir une dizaine. Stéphane, les vendeurs de ces kebabs, comment est-ce qu'ils se défendent ? Alors, FS Kebab à Lausanne dit avoir informé ses employés de donner la composition exacte, en l'occurrence poulet et viandes hachées mélangées. Pour le snack du marché à Lausanne, il s'agirait d'un malentendu. Il est possible que le vendeur n'ait pas précisé veau et agneau. Et puis pour Deria Kebab à Genève, la composition des kebabs, selon eux, est indiquée dans leur établissement, selon l'exigence de la loi. Le problème serait plutôt logistique et à chercher du côté du fournisseur. Merci beaucoup à vous deux. Isabelle Moncada, vous revenez dans quelques minutes. Stéphane, vous restez avec nous, on se retrouve après une petite page de publicité, mais attention, des vieilles pubs passées à la moulinette d'ABE. Parmi les tests vraiment insolites d'à bon entendeur, ceux qui vérifient l'exactitude de certaines publicités. En 1988, ces peluches vendues chez Ikea sont annoncées comme ininflammables. On devrait donc pouvoir approcher une allumette ou la flamme d'une bougie sans qu'il prenne feu. Ni une ni deux, Catherine Valli allume le feu. Ininflammable, tu parles. Chez Ikea, toujours la fameuse pub de la chaise, tellement solide qu'elle résiste au poids d'un éléphant. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Avec la colle Quant à la super colle qui vous scotche au plafond, là aussi, on a voulu vérifier avec un cascadeur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Le système liquide, on voit déjà une chose, c'est qu'il glisse complètement. Alors, je mets les points. Alors, top, attention. 1. Ça y est, on va tenir Simon pendant au moins 10 secondes. C'est ce qui est écrit sur le tube de colle. 8,
9. Suspense. 10. On va doucement se retirer. Pense bien au ce que je te disais de trapèze. D'accord, on y va. Ok, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais deuxième essai avec une dose beaucoup plus importante que celle conseillée par le fabricant. Donner un maximum de... Et aussi beaucoup plus de pression des chaussures contre la paroi puisqu'on va soulever le cascadeur la tête en bas. Attention. Vous êtes bons, les deux 3, 2, 1, on va. Conclusion, la pub est beaucoup trop optimiste, mais le produit à très haute dose est quand même sacrément efficace. Oh. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc là, ça colle. Hein. Là, ça colle. Rapide et puissante. Wow. Ceci dit, que ce soit sur du bois, sur du plastique ou du métal, n'essayez surtout pas de refaire cet exercice chez vous. Vous savez que Manuel Pernou aussi s'est fait coller au plafond. Ouais, pour une publicité pour la colle. Je ne crois pas qu'elle y ait laissé ses chaussures. Elle n'est pas tombée non plus. On lui demandera. Vous, en tout cas, Stéphane, vous avez les pieds sur terre. Et c'est mieux pour calculer le prix du panier des ménages et mesurer l'évolution de ces prix. La situation économique que nous connaissons actuellement est extrêmement tendue. Elle ne va hélas pas s'améliorer l'année prochaine. Au contraire, puisque plusieurs des hausses annoncées, entre autres l'IRC voiture, les tarifs des CFF, les cotisations des assurances maladie, vont intervenir ces prochains mois. Ouais, une petite pensée ici pour Catherine Valli, figure tutélaire de l'émission, évidemment, qui nous a quittés déjà il y a quelques années. Stéphane, vous êtes allé reprendre sa liste de courses de 1991. Vous avez racheté les mêmes produits. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce panier? Alors, il y avait 32 produits de marque, il faut le préciser, en 1991, achetés chez Coop, Denner et La Placette, qui s'appelle aujourd'hui Manor. On y est retourné, on a trouvé environ 20-25 de ces produits qui subsistaient. Parfois, les quantités ont changé. Par exemple, le tube de dentifrice Elmex, qui faisait 104 grammes à l'époque, n'en fait plus que 75 maintenant. Donc ces produits, ils sont ici. C'est assez dingue, en fait, parce qu'il y en a qui n'ont pas bougé en 30 ans à peu près. Les prix, par contre, eux, ont évolué. Oui, et on a recalculé les prix en tenant compte du renchérissement, bien sûr. Alors, pour Whiskas, ici, sur 3 magasins dans lesquels nous nous sommes rendus, l'augmentation moyenne de prix est de 100%. Le prix a doublé. Il faut dire aussi que le conditionnement a changé. Le dentifrice Elmex lui a pris 75%. La confiture à la fraise 65%. Les nouilles, la chinoise, 59%. 59% aussi pour les petits beurres Cambly. Et puis le chocolat. Et le chocolat, la plaque Caillé a pris 31% et celle Frigor, 36%. Il y a le café aussi. Le café moulu prend 7%. Alors que son concurrent, le café en poudre, baisse de 17%. Oui, parce que certains de ces produits de marque connaissent aussi des baisses substantielles. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, l'eau d'Aigné perd 22% en prix, ce qui est intéressant, mais celui qui gagne ce grand concours, c'est Monsieur Propre, qui n'est pas de l'alimentaire, mais qui perd 26%. Alors ça, c'est très intéressant, évidemment, parce que ce sont des exemples tout à fait concrets. Maintenant, dans l'ensemble, est-ce que les prix descendent ou est-ce qu'ils augmentent? Ça, c'est l'éternelle question. L'inflation en Suisse avait dépassé ces dernières années les 6%. Elle est aujourd'hui revenue à 3,5% environ. Stéphane, sur 30 ans, est-ce que les prix de l'alimentation en Suisse ont augmenté? Alors, l'indice des prix pour l'alimentation a augmenté de 11% sur 30 ans, en effet. Oui, on le voit sur la courbe. Donc oui, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté, tout à fait. Par contre, le revenu moyen en Suisse a aussi augmenté de 20%, ce qui fait que la part que nous consacrons à l'alimentation est en diminution. Elle est passée de 10,6% en 1990 à 6,6% en 2020. Ouais, donc ça a augmenté, mais en réalité, ça a baissé. C'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Stéphane, pour vos explications. Et on va maintenant accueillir nos invités pour poursuivre la discussion. Et émission spéciale ce soir, on le rappelle, pour les 45 ans d'À bon entendeur. Bonsoir Manuel Pernou, Martina Chiba, rebonsoir Isabelle Moncada. Bienvenue chez vous, j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes toutes des anciennes présentatrices de l'émission, évidemment. Et c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau ce soir. Alors, on va commencer peut-être avec une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Martina Chiba, en gros, on dépense de moins en moins par rapport à notre budget pour se nourrir. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ce qui m'a frappée au cours des années, c'est qu'on s'est détaché de l'histoire des prix
parce que le panier de la ménagère sous Catherine Valli, c'était une espèce d'institution. Moi, j'avais horreur de cette expression que je trouvais sexiste à l'époque. Et puis, on s'est détaché des prix pour s'intéresser de plus en plus à la qualité. Et un des marqueurs, pour moi, c'était, en 94, on a fait un test sur les additifs alimentaires. Et puis, les gens écrivaient des courriers à l'époque et ils voulaient la liste des additifs cancérigènes et tout. Et on avait des tonnes de cartons dans les couloirs avec des milliers de courriers. Et là, on a vu que les gens, tout à coup, se rendaient compte que cette alimentation des années 70, qui était surgelée, qui était pleine de saloperies, etc., on n'en voulait plus et qu'on voulait se nourrir autrement. Et c'est très intéressant qu'on soit passé cette idée de la nourriture vite faite, vite mangée, vite préparée, vite avalée. L'année de la naissance d'À Bon Entendeur, c'est aussi le premier McDo à Genève. Et puis, on a commencé, à partir de ce moment-là, à s'intéresser à ce qu'il y avait dedans. Ouais. Alors, il y a ce qu'il y a dedans, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que le prix, c'est quelque chose qui focalise encore aujourd'hui l'attention et l'intérêt. Isabelle Moncada, vous, ce constat, dans le fond, on dépense moins pour se nourrir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Je trouve qu'au contraire, on devrait dépenser plus d'argent pour l'alimentation et payer plus cher une alimentation beaucoup plus saine. On le voit bien sur la silhouette de la population. Au fil des années, elle ne fait que s'épaissir. Les gens sont de plus en plus en mauvaise santé et je pense que l'alimentation joue un très grand rôle dans la mauvaise santé. Bon, mais il y a des gens qui vivent en Suisse qui gagnent 2000 francs par mois, qui ont une petite retraite. L'alimentation est déjà chère pour eux. Bien sûr. Et avec un bas revenu, c'est très, très compliqué. Mais les gens dépensent aussi beaucoup d'argent pour la téléphonie mobile et pour d'autres choses qui sont beaucoup moins importantes pour leur santé que l'alimentation. Manuel Pernoud, vous, pendant vos 13 années à Bon Entendeur, vous avez observé de près, effectivement, l'évolution notamment de ce qu'on mange. Donc là, on revient plutôt à la notion de qualité. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans l'évolution de nos pratiques, de nos habitudes alimentaires ? Alors, il y a eu des grosses évolutions, bien sûr. J'en prendrai deux, peut-être, par exemple. Dans les premières années où j'ai produit et présenté à Bon Entendeur, on avait beaucoup parlé de régime amaigrissant. C'était très à la mode et on en a beaucoup parlé parce qu'il y avait évidemment des dangers à suivre certains de ces régimes qui promettaient des pertes de kilos extraordinaires en très peu de temps. Et puis après, ces régimes ont un peu disparu du paysage et c'est de nouveaux régimes qui ont pris place. Alors, on parle de régime végétarien, sans lactose, sans gluten, vegan. Ça, c'est un des exemples de la transformation des modes alimentaires. Et puis, on a vu aussi l'explosion des plats préparés. C'est incroyable la place qu'ils prennent maintenant dans les grandes surfaces. Et on a expliqué aussi la différence très subtile entre ce qui est, au fond, préparé, mais ce qui est transformé et ce qui est ultra transformé. Le ultra transformé, c'est quoi ? C'est quand on ajoute un ingrédient pour modifier la texture, la couleur ou le goût. Et c'est, je rejoins Martina, tous ces fameux E, 100, 300, 400, jusqu'à 1500. Il y en a beaucoup. Mais quel est l'enjeu, justement, alors, avec ces aliments ultra transformés qu'on trouve aujourd'hui aussi nombreux dans nos commerces ? L'enjeu, c'est peut-être une offre finalement d'une nourriture trop rapide. On n'a plus le temps, on a perdu le savoir-faire au fond de cuisiner chez soi avec des aliments bruts. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à ça plutôt que d'acheter des trucs tout prêts. Même dans la nourriture végane, tout prêt, rempli d'huile de palme et d'autres ingrédients dont on se passe volontiers, en fait. Martina Chiba, vous avez succédé à Catherine Valli en 93. Et alors... C'était terrorisant. C'était terrorisant. On imagine. Mais alors, vous avez voulu rompre au niveau de Catherine Valli, c'est ça que vous vouliez dire ? Non, pas dire. du tout. Vous avez voulu rompre au niveau du style quand vous êtes arrivée. Vous avez fait des sujets nettement plus trash. Vous avez parlé des piercings sur absolument toutes les parties du corps. Vous avez parlé du sida et des capotes. Vous avez parlé de l'ecstasy. Tout ça, est-ce que c'est vraiment de la consommation ? On est arrivé avec Jean-Paul Cateau. Déjà, on était un couple. Moi, j'avais absolument voulu présenter avec un compagnon masculin pour montrer que les hommes aussi s'intéressaient à la consommation. Puis, vous savez, à l'époque, on disait c'est une émission de bonnes femmes et puis c'est une émission de petits pois et carottes. Donc, on a voulu aussi sortir de ça et on arrivait on était une jeune génération. On était, à l'antenne, tout à coup, il y avait un jeune couple et c'était logique qu'on s'intéresse à d'autres sujets. Et puis, la consommation, oui, les préservatifs, à l'époque, on avait fait un sujet, ils étaient distribués dans les gares. Et c'était en pleine époque sida, c'était extrêmement intéressant de savoir si ces préservatifs étaient de bonne qualité. L'ecstasy, c'était l'époque des rave parties, ces espèces de hangars où on dansait et où on découvrait tout à coup, on se passait des pilules. C'était important et d'intérêt public prépondérant de savoir ce qu'il y avait dedans parce que les jeunes, ils consommaient ces produits. Donc pour moi, ça fait partie de la consommation. Mais effectivement, on était des fois à la limite entre le magazine Société et le magazine Consommation. Ouais, donc petit pois, ecstasy, plus
plus ou moins même combat. En tout cas, le ton était plus délié. On va le voir avec un extrait, on se retrouve après. Bonsoir, savez-vous ce qu'est l'ecstasy? Eh bien, l'ecstasy, c'est une drogue très à la mode en ce moment chez les jeunes de Suisse romande et de toute la Suisse d'ailleurs. Les effets de l'ecstasy sont doubles. C'est tout d'abord un excitant qui repousse longtemps la sensation de fatigue, mais en plus, par ses capacités hallucinogènes, l'ecstasy modifie l'état de conscience, désinhibe et valorise la conscience de soi. Bref, il donne la pêche. On peut pas dire que ce soit extrêmement difficile de s'en procurer en Suisse romande. Regardez. Ouais, je crois que c'est la drogue la plus facile à trouver à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on fait pour s'en procurer? Ben, c'est ou bien tu connais quelqu'un, tu vas, tu lui en demandes, ou bien on te propose. Tu vas aux toilettes, on dit ecstasy, puis t'achètes. Nous nous sommes rendus à quelques-unes de ces soirées et par 2 fois, une personne a acheté pour nous de l'ecstasy sans aucun problème. C'est 70 francs la pastille, ça fait 280 francs. 3 pilules achetées lors de la première soirée, 4 lors de la deuxième. En tout, 7 pilules que nous avons immédiatement portées au laboratoire pour analyse. Vous vous souvenez peut-être d'une campagne de prévention qui disait « la drogue, c'est de la merde ». Eh bien, pardon pour le gros mot, mais l'ecstasy, c'est de la merde. Vous l'avez entendu, ça peut être mortel et une seule pilule peut suffire. Oui, alors le vocabulaire a un peu changé aussi. Les vêtements aussi. Les vêtements aussi, ouais, le look. Mais une émission comme ça, Martina Schiba, c'est une émission coup de poing, ça fait boum. Mais au-delà, est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Alors oui, je pense que ça fait avancer le schmilblick. Je vous donne 2 exemples. On parlait des préservatifs tout à l'heure. Je me souviens qu'après l'émission qu'on avait faite, qui était une émission en direct assez rude, parce qu'il y a des gens qui avaient été contaminés de cette manière-là par le virus du sida, ils avaient changé complètement toutes les machines, tous les distributeurs de préservatifs qui étaient dans les gares. Sur l'ecstasy, évidemment, on ne peut pas changer parce que ça circule quand même. Mais on était parmi les premiers à parler de ça en termes de prévention, quoi. D'ailleurs, c'était une émission qui avait reçu un prix pour ça. Et l'idée, c'était juste de mettre dans la tête des gens, voilà, faites gaffe, quoi. Quand vous achetez quelque chose de main à main comme ça, vous êtes dans l'incapacité totale de savoir ce qu'il y a dedans. Ça veut dire, Emmanuel Pernaut, finalement, qu'ABE, c'est une émission sans tabou. Absolument, ça peut paraître bizarre pour une émission de grande écoute, une émission des familles, comme on l'a souvent dit. Mais on a quand même parlé aussi après du Viagra, par exemple, et de ses copies, avec tous les inconvénients sur la santé que soit une surdose, soit un achat de faux Viagra peut occasionner, avec un tournage d'un film porno dans les pays de l'Est. Il fallait quand même le faire. On a parlé aussi quand même de sextoys, les fameux phtalates dans les sextoys. Ça peut paraître étrange dans une émission, mais quand c'est fait avec finesse, le message passe et c'est vraiment utile. Bon, c'est vrai que finalement, ce qu'on retrouve dans tous ces sujets, c'est la question de la santé publique. Ça, c'est un enjeu, un thème qui revient régulièrement dans l'émission, avec des reportages qui n'ont pas toujours bien été accueillis. Isabelle Moncada, vous aviez fait une émission sur l'hormonothérapie pour les femmes qui avaient eu la ménopause. Et vous vous êtes faite massacrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? C'était en 2002, je revenais des États-Unis et je pensais vraiment qu'on allait rendre service à la population féminine et peut-être même aux médecins qui prescrivaient ces hormones de substitution à la ménopause. Et je me suis fait comparer à Hitler dans les colonnes de 24 heures. On voit là le parallèle entre vous et Hitler. Ouais, c'est exactement. Ouais, vous les avez retrouvés, extraordinaires. Et en fait, heureusement, c'était avant les réseaux sociaux, parce que sinon, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné. Mais j'avais des pressions, il y avait des gynécologues qui appelaient à la maison en disant à mon fils, qui avait 9 ans à l'époque, « Dis à ta mère de m'inviter sur le plateau, parce que sinon, ça va mal se passer pour elle. » Donc, je rentrais à la maison, il était tout tremblant. Mais pourquoi? Parce que votre émission, elle était en carton, votre enquête, elle tenait pas la route? Ils nous ont attaqués d'abord pour des raisons scientifiques, en disant que ça tenait pas la route. Mais heureusement, l'étude était très solide, puis d'autres études sont venues corroborer celle de 2002 ensuite. Et puis, l'autre chose, c'est que les dosages étaient beaucoup trop élevés. Donc, ils ont dû reformuler la plainte et ils m'ont attaqué, moi, personnellement, en diffamation, parce que j'avais dit dans un des plateaux, on a l'impression que certains médecins confondent la propagande de l'industrie pharmaceutique avec les faits scientifiques, en fait. Et donc, ils nous avaient attaqué là-dessus, mais heureusement,
ils ont perdu sur toute la ligne. Alors ça, c'est propre à l'émission, c'est-à-dire que c'est une émission assez agressive, dans le fond, qui secoue ou qui attaque assez régulièrement des marques ou des entreprises. Et la riposte peut être brutale. Ça, c'est un exemple. Manuel Pernoud, vous avez aussi dû faire face à un procès pour une histoire de test comparatif sur des lunettes dans lequel la méthodologie avait été attaquée. Elle avait été effectivement jugée non pertinente, soi-disant que nous aurions comparé de l'incomparable. C'était dans le cadre d'une émission qui comparait effectivement non seulement l'offre et les conseils de différents opticiens dans différents cantons. C'était la jungle des prix à l'époque. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé d'ailleurs. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et l'opticien qui a été classé en 5e position n'a pas aimé du tout. Donc il nous a attaqué. Il a pris un avocat de la place fort coûteux, certainement. Ils ont posé devant le tribunal cantonal à Lausanne. Vous voyez les deux messieurs. Manque de chance pour lui. En fait, le tribunal nous a donné des raisons, lui a donné tort. Lui, ce qu'il souhaitait, c'est que l'émission soit retirée du site internet de la RTS, ce que la RTS et nous avions refusé, sachant que notre enquête était parfaitement crédible. Et donc, 45 ans de bon entendeur, j'ajoute juste ça, il n'y a pas eu un seul procès perdu, il faut quand même le dire. Parce que ce qu'il faut quand même comprendre d'un mot peut-être, c'est que chaque test en fait répond à un protocole et qu'il y a tout un travail de l'ombre qui est fait avant la présentation des résultats. Un énorme travail avec vérification sur vérification. Il faut qu'on soit crédible. Vous l'avez dit, chaque semaine pratiquement, on cite le nom de sociétés, de producteurs, de fabricants. Il faut pouvoir répondre à leurs questions qui sont légitimes. Il faut pouvoir répondre à leurs avocats quand ils nous les envoient. Ça peut arriver assez souvent, ça nous est arrivé. Et donc, il faut avoir une vérification constante des informations qu'on dit à l'antenne et qu'on publie sur le site. Merci beaucoup, mesdames. On vous retrouve dans quelques minutes. Mais avant cela, on s'arrête sur un sujet récurrent, un sujet essentiel, la sécurité routière. Au fil des décennies, une alignée de crash tests, tous plus effrayants les uns que les autres, a mis au jour des lacunes de sécurité, en particulier au niveau des sièges enfants. Petit comparatif entre hier et aujourd'hui avec François Janet. 1980, ABE s'intéresse aux pneus. Tests en laboratoire, enquêtes statistiques aboutissent à une mise en image aussi originale qu'inattendue sur une autoroute désertée pour l'occasion. Et 7 autres marques sont maintenant parties. Ne vous étonnez pas si aucune ne prend la tête. Les 7 pneus doivent rouler à des vitesses identiques. Il s'agit non d'une course de vitesse, mais d'une épreuve d'endurance destinée à mettre en évidence la longévité des différentes marques. En 1981, ABE se préoccupe de l'essor des petites voitures. Le gabarit de ces véhicules de petite taille inquiète. Que se passera-t-il en cas d'accident? À bon entendeur en fait la démonstration et c'est le jeune ingénieur Daniel Stons qui s'y colle pour la première fois. Nous avons simulé ici un accident qui se produit généralement soit sur autoroute, soit en agglomération à un carrefour. La hauteur libre sous la remorque est ici de 1,10 m. La petite voiture peut s'engager librement jusqu'à son habitacle. Le chauffeur, dans ces cas-là, se trouve directement en contact avec la remorque et n'a généralement aucune chance de s'en sortir. En 45 ans d'émission, À bon entendeur a testé toutes sortes d'engins. Des casques pour moto et la sécurité de nombreux types de véhicules lors de crash tests spectaculaires. En 2017, c'est même un camping-car qui est projeté à 40 km/h contre un bloc de béton. Tous ces tests confirment, il faut toujours être attaché correctement. La meilleure démonstration concerne les sièges pour enfants. En 1981, à la demande d'ABE, l'école d'ingénieurs de Bienne met au point un banc d'essai qui va permettre de visualiser les effets d'une collision à 50 km/h contre un mur. Pour la plupart des sièges d'enfants à l'époque, les résultats sont affolants. 1993, ABE s'inquiète de savoir si la sécurité des enfants est assurée. Bonjour madame, excusez-moi, Bonjour, vos enfants, vous les attachez toujours en voiture? Oui, toujours. Et ça pose pas de problème, ils aiment bien? Non, ils aiment bien. Ils aiment bien? Oui, oui. Si, quand on fait des longs trajets, je les attache en général. Mais là, vous êtes tout près de chez vous, donc vous Voilà, les attachez pas? tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi, est-ce que vous n'attachez jamais vos enfants sur le siège arrière? Non. Jamais? Depuis l'âge d'une année et demie, je ne l'attache plus. Je l'ai eu attaché au début, mais maintenant elle se détache d'elle-même, alors j'ai arrêté, la guerre est finie. Ça les dérange pas parce qu'ils sont habitués depuis tout petit. Pour les courtes distances, je le fais pas disons directement. Sur les longues distances, oui. Alors. Jamais comme ça. Il faut toujours attacher les enfants. À bon entendeur l'a démontré plus d'une fois.
Il faudra pourtant attendre 2010 pour que l'obligation d'attacher les enfants en voiture soit généralisée. « 2021, pour le 45e anniversaire d'À bon entendeur, nous avons reconduit un crash test avec la collaboration du TCS. Le Dynamic Test Center à Vauflin, au-dessus de Bienne, a mis à l'épreuve des marques de sièges pour enfants qu'ABE a régulièrement testées ces dernières années. Le Britax Rummer Kit Fix, le Renault Olympe et le Britax Rummer Dual Fix. Un mannequin rempli de capteurs est installé sur le siège, fixé sur une banquette d'automobile. L'ensemble est projeté à 50 km/h contre un obstacle fixe. Alors le Britax Rummer Kit Fix que nous avons testé a donné de très bons résultats, autant au niveau de l'accélération thoracique que de la charge sur la colonne vertébrale. Le Renault Olympe iSize, lui, a une coque fixe, donc le dossier ne bascule pas en avant. Alors le Britax Rummer Dual Fix iSense, avec sa base, enregistre des valeurs d'accélération thoracique au niveau du mannequin qui sont plus basses que les deux autres, même si tous les trois restent en dessous des valeurs limites. Et il est donc meilleur que les autres au niveau de cette donnée, aussi grâce au fait qu'il est doté d'un pied qui l'empêche de basculer vers l'avant. Jörg Reinhardt mène les tests du TCS depuis des années. Il a pu observer l'évolution de nombreuses générations de sièges pour enfants. Oui, en comparaison avec d'autres, celui-là, c'était un très bon siège il y a 30 ans. Il y avait des coussins à l'intérieur pour que l'enfant se sente bien. Ça montre déjà que le développement du siège prenait en compte l'ergonomie et le bien-être de l'enfant. Aujourd'hui, ce siège, il serait jugé comment? Un bon siège, voire un très bon siège. Encore aujourd'hui. Maintenant, bien sûr, si on le comparait aujourd'hui, il n'aurait aucune chance face à un produit de haut niveau. À ce jour, une grande majorité de sièges pour enfants offrent une sécurité tout à fait convenable, pour autant qu'ils soient utilisés de façon adéquate. Vous l'avez aperçu dans ce reportage, Daniel Stons est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous depuis Paris. Alors, les gens ne le savent pas forcément, mais vous êtes l'un des pères des tests à ABE. Vous avez œuvré pour l'émission pendant plus de 30 ans et puis actuellement, vous êtes actif au niveau de la défense des consommateurs au niveau européen. Alors, Daniel Stons, ces crash tests à répétition, ces reportages, ces enquêtes, est-ce que ça a contribué à améliorer la sécurité des véhicules? Pour la première fois, le téléspectateur dans les années 90 jusqu'aux années, en gros, 2000, a vu une évolution, si vous voulez, sur l'image elle-même, par exemple, des sièges bébés ou de la sécurité du freinage ou de la qualité des pneus. On le voyait à l'image, et évidemment, l'image a toujours un impact extrêmement fort sur le public et sur le choix que le public fait ensuite au niveau de ces achats importants comme effectivement les sièges bébés, les pneus pour la voiture, etc. Le secteur de l'industrie automobile, c'est quand même un adversaire de poids. Comment les consommateurs peuvent-ils défendre leurs intérêts face à ce type d'entreprise? Alors écoutez, il y a en fait une excellente démonstration. C'est la démonstration de tout ce qui concerne aujourd'hui les procès en Europe concernant la société Volkswagen, qui a mis sur le marché, vous le savez, des moteurs qui ne répondaient pas aux normes en matière de pollution. Évidemment, face à en gros 1 million quelque chose plaintes enregistrées, Volkswagen a dû accepter une négociation qui s'est bien terminée, puisque pour les consommateurs, on devrait, dans les différents pays de l'Union européenne, c'est comme aux États-Unis d'ailleurs, chaque consommateur devrait toucher entre 2 500 et 3 500 euros environ d'indemnité pour les véhicules qui possédaient ces moteurs polluants. Donc, quelque part, le fait de se regrouper, le fait de regrouper aujourd'hui en Europe les organisations, ça permet effectivement de mener des actions
à très grande échelle contre des multinationales. Derrière ces bras de fer, dans le fond, il y a toujours l'enjeu de la qualité des produits. Alors, je vous propose maintenant toute autre chose. En Suisse, on va regarder un petit reportage, une archive hallucinante sur le vin, et on en discute après. Il y a 3 mois, une revue française de consommateurs découvrait la présence d'amiante dans les vins. Un test qui eut l'effet d'une bombe chez nos voisins. Comme les Français, très nombreux sont les négociants suisses qui utilisent des appareils filtrants composés de plaques d'amiante. Pour éviter le goût d'amiante dans le vin, on humidifie les filtres en injectant pendant quelques minutes de l'eau. Elles ont le goût d'amiante? Ouais. À bon entendeur a voulu en savoir davantage. Nous voulions vérifier si, oui ou non, il y a de l'amiante dans les vins vendus en Suisse. Côtes-du-Rhône, nid de vigne, Beaujolais, bonne réserve du patron vin espagnol et vin rouge montagne, fibres d'amiante en très grand nombre. Les responsables des contrôles alimentaires que nous avons rencontrés pour la préparation de cette enquête ont nié la gravité du problème. Pourtant, cela fait des années que des chercheurs tirent la sonnette d'alarme. Du vin à l'amiante, franchement, aujourd'hui, c'est inimaginable. Très rapidement, Daniel Stons, est-ce que la qualité des produits alimentaires, notamment, elle s'est améliorée dans les grandes lignes ces dernières années? Oui, bien entendu. La qualité s'est améliorée, heureusement, dans tous les domaines. On découvre cependant toujours, bien entendu, des malfaçons, on trouve des mauvais étiquetages, on trouve de mauvaises informations, on trouve, entre autres, encore souvent trop de sucre, trop de sel ou trop de graisse ou de mauvaise graisse, comme vous l'avez souvent révélé ou nous l'avons souvent révélé dans l'émission. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la qualité globale des produits s'est considérablement améliorée et surtout la sensibilité des consommateurs aujourd'hui à la qualité de l'étiquetage fait que les gens n'achètent plus de manière un peu aveugle. Merci beaucoup Daniel Stons pour vos explications. On vous souhaite une très belle soirée. Et du vin, on passe au fromage, puisqu'en Suisse, le plat cultissime, c'est évidemment la fondue. ABE a mis le nez dans le caclon à de multiples reprises avec une interrogation fondamentale. Peut-on distinguer le mélange artisanal de la fondue toute prête? C'est un test qu'on vient de refaire, et comme disait Catherine Valli, c'est le test ultime. Un caclon, du fromage, des convives de bonne humeur armés de bouts de pain piqués sur des fourchettes. La scène est un grand classique et c'est bien normal. Quoi de plus suisse qu'une fondue? Dans toutes nos archives, c'est quand même le seul plat dont la consommation s'achève par une chanson folklorique. Car chez nous, la fondue requiert d'abord et avant tout de la discipline. Fondue réglementaire de l'armée suisse en 1960, recette pour 100 soldats. Comptez 10 litres de vin blanc, 20 gousses d'ail et 20 kilos de fromage. Car la fondue se déguste partout et à toutes les époques. En 1969 à Gruyère, en famille et en costume folklorique. En 1978, c'était au chalet avec l'ami Patrick Juvet. Qui c'est qui a encore perdu une fois son pain? Évidemment, la fondue, à bon entendeur, y a souvent plongé sa fourchette. Toute l'équipe d'À bon entendeur vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. 20 ans plus tard, rebelote, en 2001, les fondues sont évaluées par un panel de spécialistes. Et on arrive à la gagnante de cette dégustation. Il s'agit également d'une fondue prête à l'emploi, le mélange Gerber, l'un des moins chers de ce panel. 2 fondues toutes prêtes en sachet en tête, on aura tout vu. En 2010, la tendance s'inverse. Cette fois, ce sont 2 mélanges de fondue à faire soi-même qui arrivent aux 2 premières places. En 2019, ABE s'intéressait à des recettes de fondue bien loin des traditions. Une racine de gingembre, vous pouvez soit la râper, soit la couper en petits morceaux, puis un petit peu de jus de citron. Cette année-là, on parle fondue exotique avec les compagnons du caclon, les mélanges plébiscités des coiffes. La gingembre citron, c'est un carton plein. C'est la star, la méga star. Après, il y a celle des compagnons du caclon.
C'est lardon-oignon. Ça, c'est les racines de la vie. Gingembre citron. Lardon-oignon. Chèvre, tomate et gingembre, citron. Chèvre-tomate. Moutarde ancienne. Mais la toute première dégustation, c'était en 1981 dans ABE. Nous avons voulu faire le test ultime en choisissant le plat régional par excellence, la fondue. En 1981, Catherine Valli invitait donc ses convives à distinguer une fondue en sachet, prête à l'emploi, d'une fondue artisanale. Eh bien, c'est dommage, mais si l'on en croit les résultats de notre expérience, la vraie fondue, on ne sait plus ce que c'est. Il n'y a que 5 personnes sur 10 qui ont reconnu la fondue maison. Mais aujourd'hui, en 2021, est-ce qu'on sait encore ce que c'est qu'une vraie fondue ? Pour l'anniversaire d'ABE, nous avons renouvelé l'exercice. Du côté de Colombier, près de Neuchâtel, nous avons réuni 10 convives pour déguster 5 fondues moitié-moitié, 4 produits qu'on trouve dans les commerces de Suisse et la fondue du lieu, la fondue du Petit Robinson. Le patron Roland Perret, dit Péchon, les a toutes préparées en respectant soigneusement les recettes. L'ail et le fromage. Il y a plus d'ail, je dirais, sur celle-ci par rapport aux autres. Je sens un petit peu farineuse. Elles ont toutes un goût très différent. Et on sent qu'elles sont des changements de texture, des changements d'onctuosité, de visuel aussi. Et celle-là, elle a un petit truc en plus. J'ai pas envie de me brûler. Sur les 5 fondues, nos invités avaient pour simple tâche d'en reconnaître 2. La fondue prête à l'emploi et la fondue artisanale du Petit Robinson. Elles sont toutes très bonnes. Puis c'est pas si évident en fait de faire les différences entre chaque fondue. Au niveau de la consistance et puis au niveau de l'aspect, de la texture, c'est pas très emballant. Moi j'aime bien quand elles sont assez salées, du coup petite préférence pour celles qui sont plus salées. Je pense que tout le monde n'a pas la même idée de la saveur, de l'odeur du fromage. On ne peut pas dire qu'on sent vraiment le fromage, mais ça sent pas le filet de perche non plus. Au final, l'honneur est sauf. Les résultats du vote se révèlent nettement meilleurs qu'il y a 40 ans. 8 personnes sur 10 ont identifié la fondue prête à l'emploi et 9 sur 10 ont pointé juste la fondue du Petit Robinson. Il y en avait quand même pas mal qui étaient un peu lourdes et qui manquaient un peu de vie, j'ai trouvé. Voilà. Alors pour la fondue prête à l'emploi, j'ai pas eu de doute. C'est la texture, quoi. Très 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 liquide. Et elle avait un goût écœurant. J'aurais pas voulu la manger plus longtemps. Onctueuse ou liquide, savoureuse ou décevante, ces fondues n'ont jamais manqué d'un ingrédient incontournable, la bonne humeur. Ouais, donc la fondue industrielle, là, perd quand même un peu du terrain. Même si ma préférée, honnêtement, c'est celle de l'armée, voilà, où on râpe le fromage en rythme. Avant de boucler cette émission, mesdames, peut-être Isabelle Moncada, un souvenir qui vous a particulièrement marqué, un bon souvenir. Un bon souvenir, c'est quand Mario Fossati a fait un reportage sur les aliments pour chats et chiens, notamment la pâtée pour chat. Et il devait aller tourner dans une usine de fabrication et on lui avait dit chiche que t'oses pas faire goûter la pâtée au chat par le directeur. Et on était sûr qu'il n'y arriverait pas et que ce serait très difficile. Et en fait, pas du tout. Il a, devant la caméra, décrété que c'était vraiment délicieux et que ça devait être une alimentation qui fonctionnait pour les êtres humains pour que les animaux ne la dédaignent pas. Et ben on va le voir, le monsieur, justement, qui mange la pâtée. Absolut kein Problem, das ab und zu degustieren und es ist absolut Top-Produkte. C'est bon. Oui, c'est très bon. C'est bon, il est convaincu, voilà. Martina Chiba, on a parlé de plein de trucs super qu'on a fait, que ABE a fait pendant ces 45 dernières années. Est-ce qu'il y a un raté quand même dont on pourrait aussi parler? Oui, j'ai le privilège énorme d'avoir fait l'émission la plus courte de l'histoire d'ABE, puisqu'elle a duré, je crois, 3-4 minutes. Le matin même, je m'excuse, c'était encore un sujet sur les préservatifs, c'est pas que je suis du tout obsédée, mais on avait refait ce test un peu plus tard, et puis on avait des doutes. Et le matin même, on s'est dit, on n'y va pas. On peut pas.
Et on n'avait pas de réserve parce qu'on tournait vraiment chaque sujet à semaine. Et on s'est dit, voilà, on n'a rien à présenter ce soir aux téléspectateurs parce qu'on n'ose pas, on avait des doutes sur la fiabilité du test, il y avait des chiffres qui étaient contradictoires. Et donc, avec Jean-Paul Catteau, on est allés comme des animaux à l'abattoir avec une tête horrible pour dire aux gens, voilà, bonsoir, il n'y aura pas d'émission ce soir. Parce qu'on n'est pas sûr de nos tests, on a vraiment assumé. Et puis, au revoir. Et ma foi, la grille avait dû trouver un film ou quelque chose à mettre à la place. On avait expliqué brièvement et on était partis. Et c'était affreux, quoi. On était revenus au bureau. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai fumé une cigarette avec Jean-Paul, qui était horrible. Mais non, mais on était tellement déprimés que, voilà, on a mis des semaines à s'en remettre. Mais finalement, peut-être qu'on a bien fait de faire ça. Il faut bien que les gens comprennent qu'on est sur le fil, hein, parce que comme tu disais, il n'y a pas d'émission de réserve. Donc, soit on est solide, soit on est très très mal. Et je suis contente que ça ne me soit pas arrivé, j'avoue. On va peut-être terminer avec un mot vers l'avenir. Manuel Pernoud, qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui le grand défi auquel À Bon Entendeur doit faire face ? Je crois qu'il y a plusieurs défis qui ont été transversaux et qui vont continuer. C'est d'abord de vérifier, toujours vérifier, parce que la crédibilité de l'émission, elle est pas rapide à imposer, elle s'est vraiment imposée, mais elle peut être très vite balayée. Si on n'est pas infaillible, mais s'il y a vraiment une erreur, c'est dramatique. Donc vérifier. Et là, je lève toujours mon chapeau pour les recherchistes qui sont dans l'émission, qui travaillent dans l'émission, qui sont très précieux pour cette vérification de tout ce que l'on dit. Mais aussi, il faut les recherchistes, je précise juste, qui sont en fait nos enquêteurs finalement, et qui sont celles et ceux qui réalisent l'essentiel des tests dont vous voyez les résultats. Et qui commencent l'enquête et qui la vérifient au bout aussi. Et puis, il faudra continuer à révéler les grandes tendances de la consommation. On l'a fait longtemps, et puis peut-être mon petit regret, c'est qu'on n'a pas assez bien communiqué sur le fait que À Bon Entendeur a souvent été révélateur des tendances de consommation, des nouvelles tendances. Merci beaucoup, mesdames, de votre présence ce soir. C'était un plaisir. On vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne suite. Et longue vie à ABE.